Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière dans lequel je te synthétise des livres sur les finances personnelles et l'investissement boursier en 5 points clés et où je réponds aussi aux questions des personnes auditrices à l'aide de cas concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 153e épisode de Finances fondamentales. Bien content d'être avec vous ce matin pour discuter d'un sujet qui m'a été inspiré par le podcast, par une vidéo de Ben Félix qui s'intitule Why do financial advisors still exist? Donc, pourquoi les conseillers financiers existent encore? Donc, son vidéo a été postée sur Facebook en 2024. Donc, c'est une vidéo de Ben Félix qui est lui-même planificateur financier. Donc, j'ai décidé de vous partager son avis pour avoir les deux côtés de la médaille. Donc, souvent, je pense peut-être que j'ai l'air d'être contre les conseillers financiers. Donc, j'ai décidé de présenter ce vidéo-là puis de me positionner pour vous montrer les deux côtés de la médaille. Donc, l'objectif, c'est pas d'être dans une chambre d'écho puis de juste toujours partager les mêmes idées. J'ai décidé d'aller voir l'autre côté de la médaille puis voir si j'étais d'accord avec. Donc, en introduction, Ben Félix commence en disant qu'il y a plein de personnes qui utilisent encore des conseillers financiers. Donc, il doit bien avoir des bénéfices à faire affaire avec les conseillers financiers. Ici, dans ma tête, je me disais qu'il y a peut-être juste bien des personnes qui ne sont pas bien éduquées financièrement, comme le prouvent la plupart des statistiques, mais je vais me positionner un peu plus tard dans la vidéo, pas tout de suite. Il présentait ensuite des raisons pourquoi les gens embauchent un conseiller financier. J'utilise le mot conseiller financier, là, je sais que ce n'est pas un titre officiel, mais il parlait de financial advisor, puis je trouve que c'est ce qui se rapprochait le plus de conseiller financier. Mais chaque fois que je vais dire conseiller financier, vous pouvez mettre un autre terme qui vous plaît davantage si vous le souhaitez. Donc, première raison pourquoi les gens embauchent un conseiller financier, c'est d'être plus confortable pour gérer les finances. Ils ont un sentiment de sécurité à faire affaire avec des conseillers financiers. Donc, eux ne sont pas confortables de le faire tout seuls. 2, c'est ils ont des buts spécifiques ou des besoins spécifiques. Donc, je veux commencer à investir, je veux mettre en place une rente viagère. Si on est en bonne voie pour la retraite. Donc, c'est vraiment pour des besoins précis qu'ils vont embaucher un conseiller financier, un plan de décaissement. Troisième raison, un coaching comportemental. Donc, les gens manquent de discipline, vont paniquer quand les marchés descendent. 4, cette personne-là m'a été recommandée par des amis et par la famille. J'ai mis une petite note ici. Attention, c'est pas à cause que quelqu'un vous recommande un professionnel que c'est un bon professionnel. Des fois, les gens, ça fait 30 ans qu'ils font affaire avec la même personne, sont satisfaits, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils payaient des frais de 2,9 puis qu'ils étaient 5 en bas des rendements d'un indice qui correspond à leur profil d'investisseur. Donc, soyez prudents quand l'ami vous suggère ou la famille un conseiller financier. Faites vos devoirs quand même. Et 5, les raisons pourquoi on embauche un conseiller financier, c'est la qualité de la relation. Donc, il faut s'assurer qu'il y a un bon fit avec le conseiller, mais attention, c'est pas juste avoir un bon fit. Même si la personne est gentille, c'est bien correct, mais s'il te donne des fonds communs de placement, justement, qui font 3 de rendement à 15 ans avec 2,9 de frais, il y a besoin d'être gentil pas mal là, pour que ça fonctionne. Donc, Ben Félix concluait ce premier petit bout-là des avantages, des raisons pourquoi les gens embauchent un conseiller financier en disant que ça va au-delà des chiffres. Donc, faire affaire avec un professionnel, c'est pas juste des rendements. Puis, il ne faut pas négliger tout ce que peut apporter d'autre un conseiller financier. Je suis bien d'accord avec ça, là. Mais pourquoi tu continues à avoir un conseiller financier? Mais selon Ben Félix, c'est que soit tu as de l'inconfort dans ta gestion des finances, soit tu as des conseils de qualité, soit tu as un bon coaching comportemental, soit tu as des bons rendements, ou ça répond à un besoin spécifique, ou ces 5 raisons-là. Donc, en gros, avoir la paix d'esprit, c'est l'aspect principal qui fait en sorte que les gens vont travailler avec les conseillers financiers. Sinon, il dit ensuite que la confiance envers un conseiller financier permet à plusieurs personnes inconfortables en finance de prendre peut-être plus de risques sur le marché boursier et ainsi profiter de rendements plus gros, plus grands ou supérieurs malgré les frais de gestion. Donc ça, je trouve ça intéressant. Le fait que la personne fait affaire avec quelqu'un qu'elle juge professionnel, qu'elle juge qu'elle peut lui faire confiance et qui connaît ça, elle se sent plus en sécurité et ça peut peut-être lui permettre justement d'être investie sur le marché boursier, peut-être à 60 d'actions, alors que si elle le faisait seule, elle serait elle aurait beaucoup trop peur de perdre son argent, puis peut-être qu'elle n'aurait pas du tout d'actions. Donc de ce côté-là, je vois en effet un gain peut-être potentiel de faire affaire avec un conseiller financier. Il ajoute par contre
que le plus beau remède de cette peur-là, c'est la connaissance. Donc, il y a des gens qui ont développé leur littératie financière. En fait, les gens qui ont développé leur littératie financière ont peut-être moins besoin d'un professionnel s'ils savent gérer leurs émotions et adoptent une stratégie efficace et simple comme les FNB indiciels. Donc ça, c'est Ben Félix, un planificateur financier, qui le dit. Par contre, il dit que développer ces connaissances-là, ça vient avec un prix en temps. Est-ce que le temps investi à développer sa littératie financière et à gérer ses finances au lieu de déléguer ça à un professionnel aurait pu être mieux investi ailleurs? Il dit aussi qu'avoir un conseiller le plus tôt possible dans sa vie va avoir un plus grand impact sur l'actif net. C'est moins vrai un petit peu plus tard. Donc, exemple, si tu prends un conseiller financier juste avant ta retraite, lui-même dit que les impacts ne sont pas si grands sur l'actif net, mais que si tu commences à 18 ans à faire affaire avec un conseiller financier, on se rend compte avec les études que Ben Félix utilise que l'impact sur l'actif net est très avantageux. Je comprends tout ça, mais en même temps, est-ce que quelqu'un qui ne s'éduque pas sur ses finances va vraiment allouer ces heures-là de plus de libre chaque semaine dans quelque chose qui va lui permettre de générer plus de revenus? Donc, est-ce que le fait de ne pas allouer 1 heure par semaine à gérer mon budget, à lire un livre sur les finances, à écouter un podcast, est-ce que tout le monde qui donne la gestion de ses finances à un conseiller financier pour ne pas avoir à investir cette heure-là d'éducation financière à chaque semaine, va placer cette heure-là supplémentaire dans du travail? J'en doute fortement. D'habitude, le temps loisir supplémentaire qu'on prend pas à lire ou écouter des podcasts pour s'éduquer, ben, on va écouter la télé ou on va scroller sur notre téléphone. C'est ce que je vois habituellement. J'ai pas un échantillon très grand, c'est pas une recherche scientifique, mais ce que je vois dans mon entourage, les gens qui ne lisent pas ou qui ne s'éduquent pas financièrement, soit qui font du sport davantage, puis c'est bien correct, mais la plupart du temps, c'est des loisirs sédentaires le soir devant la télé. Puis même si tu te dis, je m'éduque pas financièrement parce que j'ai pas le goût de passer 1 heure par semaine à m'éduquer, j'aime mieux confier ça à un professionnel, c'est beaucoup plus rentable pour moi plutôt que de passer 1 heure par semaine à m'éduquer. Bien, si tu travailles 1 heure de plus par semaine, on va dire que cette heure-là, là, tu vas travailler à 50$ de l'heure. On a vu dans un podcast précédent que sur 30 ans, le salaire horaire, si tu allais dans un FNB indiciel, était au-dessus de 10 500$ de l'heure. Donc, je pense que ton heure investie à t'éduquer financièrement à long terme, même si tu n'investis pas tout seul, là, on va dire que tu continues avec ton conseiller financier ou bien que tu te magasines un meilleur conseiller financier parce que tu connais plus ça, tu poses des meilleures questions. Mais pour moi, ton heure là, va être rentabilisée, peu importe que tu fasses affaire avec un professionnel ou non. Ben Félix parle ensuite de mon Dieu Seigneur, mon anglais. Cognitive decline, donc de déclin cognitif. J'étais vraiment dans le mode français, là, mon GN de cogné était pas anglicisé en ce moment. Donc, les personnes âgées, il dit que les personnes âgées vont souvent là, sous-estimer leur déclin cognitif, puis que ça va entraîner des pertes d'actifs importantes s'ils gèrent seuls leurs finances durant leur déclin cognitif. Encore pire quand on ne se rend pas compte de ce déclin-là. Par contre, il dit qu'il faut magasiner son conseiller avant d'arriver à notre déclin cognitif parce que choisir un bon professionnel, ça va nécessiter des capacités cognitives, justement. Donc, ça revenait un petit peu à ce qu'il disait tantôt, de choisir son conseiller juste avant la retraite. C'est correct, mais c'est pas ce qui est le mieux peut-être. Tant qu'à faire affaire avec un conseiller, ben, si ça fait longtemps que vous travaillez puis vous l'avez bien choisi quand vous étiez jeune, plus jeune, mettons 20-30 ans, mais c'est là vraiment que les avantages vont être les plus grands. Dans ce cas-là, si vous avez un déclin cognitif et vous ne voulez pas faire affaire avec un professionnel, ben, vous pouvez tout simplement utiliser l'argent que vous avez pour acheter une bonne rente viagère, puis ça va pouvoir régler en partie le problème parce que ça devient un fonds de pension, puis vous n'avez plus aucune décision à prendre. Mais je dois avouer que je trouvais ça quand même intéressant, ce point-là. Exemple, moi qui gère toutes les finances de la famille, si j'arrive à 63 ans puis que je fais de la démence, puis que je m'en rends pas compte, puis que là, je fais des mauvais mouvements financiers ou que je vends des trucs à cause que ça baisse ou peu importe, peut-être que tous les avantages que je vais avoir eu pendant 30 ans à gérer moi-même mes finances avec des FNB indiciels, peut-être que je vais tout éliminer ces avantages-là à cause de mauvais choix fiscaux pendant une année à cause que je fais un déclin cognitif. Donc, je trouvais ça quand même intéressant, cet aspect-là, de se protéger un petit peu contre nos décisions futures en travaillant avec un professionnel, peut-être de manière hybride, peut-être un professionnel pour une partie de nos placements, puis seul pour une autre partie, comme ça, dans ces rencontres annuelles ou ces rencontres biannuelles, mais le professionnel peut se rendre compte peut-être un petit peu de ce déclin-là et tout de suite rapatrier euh, les, euh,
les actifs de la personne ou bien le conseiller pour s'acheter une rente viagère, ce que peu de planificateurs conseillent malheureusement, là, mais vous comprenez le principe. Il dit justement là, que l'idéal, c'est de combiner une bonne éducation financière et un bon professionnel, et je suis 100% d'accord avec lui, c'est pas mal ce que je radote depuis tantôt, là. Souvent parce que le pic là, de vos investissements va arriver au pic de votre pic professionnel, là, où vous allez manquer de temps. Donc, le moment dans votre vie où vous allez faire le plus d'argent, c'est souvent le moment où vous allez travailler un peu plus et que vous allez avoir le moins de temps de gérer votre argent. Une autre raison, c'est de ne pas laisser votre partenaire dans le trouble en cas de dessin, en cas de dessin, en cas de décès, justement, ou de déclin cognitif. Donc, par exemple, si je meurs et ma blonde se retrouve avec 2 millions à gérer dans le compte Disney, pas sûr qu'elle est prête à ça. Donc, si je ne la prépare pas à ça, peut-être que je peux commencer à un certain moment dans ma vie, quand mon actif va être un peu gros, par exemple 1,5, 2 millions, mais je peux déjà peut-être commencer à donner ça de façon hybride avec une bonne firme d'investissement en laquelle j'ai confiance. Comme ça, s'il m'arrive de quoi maintenant, ben ma blonde sait déjà avec qui faire affaire parce que ce professionnel-là a été bien choisi lorsque j'avais mes capacités cognitives et que j'étais vivant. Il enchaîne en disant qu'une personne qui dégage juste assez pour contribuer à son CELI sans aucune autre implication fiscale, il dit que ça peut être pas mal plus simple et bien raisonnable d'investir sans conseiller, mais dès que la structure se complique un peu avec une société, une famille, il dit que la plus-value est encore plus grande de faire affaire avec un professionnel. Attention, il dit que les professionnels ne sont pas tous égaux et qu'il y en a plusieurs qui ont des conflits d'intérêts et qui pensent à leur portefeuille avant le vôtre. Donc, leur demander comment ils sont payés puis poser les questions qu'on a vues quelques fois sur le podcast. Mais pour poser ces questions-là, il faut s'éduquer, bien sûr. Pour conclure, je ne peux pas aimer Ben Félix quand il va dans ma direction et dire qu'il a complètement tort quand il dit le contraire de ce que je pense. Surtout qu'il est très nuancé dans son vidéo et qu'il se base sur des études. Il dit notamment qu'il y a certaines personnes qui sont bien capables de gérer leurs choses tout seuls et que plusieurs professionnels du domaine financier sont juste pourris. Contrairement à d'autres podcasts ou vidéos que j'écoute où le professionnel dit qu'il connaît personne qui bat ses fonds comme un placement, ouais, on va voir. Par contre, je reconnais qu'il y a de bons côtés aux professionnels pour la majorité des gens. Par contre, magasiner le bon professionnel. Ma vision a changé depuis l'épisode 1. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui sont mieux avec des professionnels, mais un professionnel qui charge des frais raisonnables puis qui offre, bien sûr, des FNB. Je pense que si quelqu'un développe sa littératie financière, il est cependant jamais perdant et il va toujours pouvoir adopter une stratégie simple comme un FNB initial. Donc, j'ai fait le tour de l'autre côté de la médaille et je dois avouer que ça m'a fait réfléchir sur certains aspects, surtout l'aspect déclin cognitif. Peut-être falloir que je réfléchisse à m'amener à trouver un bon professionnel au cas où il arrive quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que si j'ai 2 millions dans mon compte rendu à 55 ans, je ne vais pas donner le 2 millions au complet au professionnel. Peut-être 10%, 300 000, mettons, ou 200 000 au professionnel, mais je vais bien sûr lui indiquer que si un jour il arrive quelque chose, il rapatrie l'ensemble de l'œuvre, à moins que ma blonde devienne une génie, pas une génie, mais à moins que ma blonde soit intéressée un jour à gérer cet argent-là. On va voir, la vie change, les gens changent avec le temps. Sur ce, la semaine prochaine, je fais la synthèse d'un livre, soit celui de Jean-Benoît Nadeau, écrit en 2014, qui s'appelle Le Guide du travailleur autonome 3.0. Ce jeudi, je crois qu'il y a quelque chose. Donc, si je retourne dans mon tableau, ce jeudi, il y a un épisode des abonnés. J'avais oublié de l'écrire dans ma petite feuille. Donc, ce jeudi, c'est un épisode des abonnés, l'épisode numéro 30. Donc, je réponds à 5 questions encore une fois. La question de Kevin, c'est quoi ton opinion sur un FNB qui cible le secteur de l'intelligence artificielle? Maxime qui me dit, avec le taux de change, pourquoi ne pas utiliser un FNB comme ISU au lieu de cash.to pour les projets à court terme? Gabriel qui me dit, comment passer d'un portefeuille 60-40 à 40-60 en un coup ou en plusieurs petits coups? Sophie qui me demande, comment puis-je commencer à investir si je n'ai pas beaucoup d'argent? Et Julie, est-ce une bonne idée de rembourser mes dettes avant d'investir? L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié. Si c'est le cas, je t'invite à le partager et à t'abonner au podcast, en plus de mettre quelques étoiles ou de le liker selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Tous les liens pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. N'oublie pas que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif, ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières.
Comme je le dis depuis un petit bout, je suis pas un expert, prends donc pas ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales. Every minute your finance team spends wrestling with data is a minute lost. Insight Software's AI-powered insights instantly move you from complexity to clarity. Automated analysis, real-time reporting, strategic recommendations, all at your fingertips. Transform how your finance team works and watch your business grow. Stop wasting time. Start making smarter decisions. Learn more at insightsoftware.com/AI.